Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, Bruno Diatta a assuré la garde de ses présidents avec la plus grande loyauté. Alors, quoi de plus normal que de lui dédier la première édition du festival Miroir culturel d'Afrique? Je vous propose de suivre ces détails avec Ababakar Sadir Top. Le festival Miroir culturel d'Afrique rend hommage à Bruno Diatta. La première édition du festival Miroir culturel d'Afrique, tenue à l'esplanade du quartier populaire de Niaritali à Dakar, a servi de cadre pour rendre un vibrant hommage au ministre chef du protocole présidentiel, Bruno Diatta, pour service rendu à la nation sénégalaise. Parrain de cette première édition, Bruno Diatta a servi l'État et les institutions de la République de Senghor à Sall en passant par Diouf et Wade. Des décennies durant lesquelles l'homme a fait preuve d'humilité et de loyauté. Le promoteur du festival Miroir culturel d'Afrique, Abdoulaye Ka, a décliné son ambition d'internationaliser l'événement en s'ouvrant à d'autres groupes artistiques africains. Avez-vous déjà imaginé avoir une vue sur toute la ville de Dakar en un seul coup d'œil? Eh bien, l'artiste américaine Michaelen Thomas a réussi ce pari, elle qui a réalisé une œuvre murale de plus de 30 mètres de long sur laquelle est représentée la ville de Dakar. C'est dans le cadre du programme Art in Embassies de l'ambassade des États-Unis que l'artiste américaine a réalisé une œuvre murale de 30 mètres de long où elle représente la nature dakaroise telle qu'elle l'avait découverte lors de ses récents séjours au Sénégal. Pour l'artiste de 45 ans, adepte de la technique de mosaïque traditionnelle associée au collage, technique caractérisant principalement ses œuvres, il est important de travailler de manière inclusive avec les populations locales. Il aura donc fallu 6 mois à Michaelen Thomas pour réaliser son œuvre en collaboration avec l'artiste sénégalais Pignon, avec qui elle a travaillé à distance sur le projet. Le travail de Michaelen Thomas est principalement basé sur l'histoire des Afro-Américains, surtout celles femmes, d'autant que pour Thomas, l'histoire et les images de femmes afro-américaines étaient quasi inexistantes jusque-là. Avez-vous déjà imaginé avoir une vue sur toute la ville de Dakar en un seul coup d'œil? Eh bien, l'artiste américaine Michaelen Thomas a réussi ce pari, elle qui a réalisé une œuvre murale de plus de 30 mètres de long sur laquelle est représentée la ville de Dakar. C'est dans le cadre du programme Art in Embassies de l'ambassade des États-Unis que l'artiste américaine a réalisé une œuvre murale de 30 mètres de long où elle représente la nature dakaroise telle qu'elle l'avait découverte lors de ses récents séjours au Sénégal. Pour l'artiste de 45 ans, adepte de la technique de mosaïque traditionnelle associée au collage, technique caractérisant principalement ses œuvres, il est important de travailler de manière inclusive avec les populations locales. Il aura donc fallu 6 mois à Michaelen Thomas pour réaliser son œuvre en collaboration avec l'artiste sénégalais Pignon, avec qui elle a travaillé à distance sur le projet. Le travail de Michaelen Thomas est principalement basé sur l'histoire des Afro-Américains, surtout celles femmes, d'autant que pour Thomas, l'histoire et les images de femmes afro-américaines étaient quasi inexistantes jusque-là. Nous sommes ici dans le salon d'honneur où le président Abdoulaye Wade recevait lors de l'inauguration du monument de la Renaissance ses homologues africains. Et dans Horizon Culture, la semaine passée, donc, nous avons parlé justement de la rénovation de la maison d'esclaves de Gorée. Que pensent les Sénégalais de cette initiative? Doit-on toucher à ce patrimoine historique et culturel? Ibrahim Fall a recueilli l'avis de quelques compatriotes. Je vous propose de suivre son reportage. Rénovation de la maison des esclaves, certains Sénégalais disent niet, un patrimoine national que ces citoyens ne veulent pas voir sa façade retouchée. Pour eux, la sensation de voir cet endroit mythique dans cet état est unique.
Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. D'une part parce que si quelqu'un qui est déjà parti là-bas, tu dois savoir que là-bas c'est un patrimoine historique. Dès que tu entres, ton esprit te ramène, voilà vraiment exactement tout ce qui s'est passé là-bas à Gorée. Donc ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, si on rénove ça, on met le luxe, dès que tu entres, tu ne vas pas être frappé. Exactement, tu ne te rappelleras pas de ce qui s'est passé là-bas. Ce ne sera pas vraiment une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée parce qu'on n'aura pas la même image qu'on avait avant de la maison des esclaves et tout. Je pense qu'on doit laisser comme ça, c'est mieux pour tout. Et c'est ce qui attire les touristes et tout. La maison des esclaves, c'est patrimoine. Un patrimoine doit rester naturel, pas artificiel. Vous voyez. Bon, ce n'est pas la peine de changer quoi que ce soit. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit rester naturel. Bon, c'est ce qui ramène les touristes ici au Sénégal, venant d'autres pays. Pour ces Sénégalais, la rénovation de ce patrimoine historique pourrait lui ôter son charme. Même si on doit le rénover, pas tellement. On doit juste l'entrée, mettre des affiches là-bas, des explications, mais ne pas exactement rénover les structures, ce patrimoine historique. Ça nous rappelle les souffrances qu'enduraient nos ancêtres. Ça devrait être vraiment pénible pour eux et tout. Et ça fait mal au cœur. Sûrement, on va mettre des luxe et tout. Et ce n'est pas ce que nos ancêtres vivaient autant là-bas. C'est des symboles du Sénégal. C'est ça qui amène les touristes, c'est ça qui amène les gens à découvrir le Sénégal. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne idée. La maison des esclaves, un patrimoine historique qui attire des milliers de touristes par an. Sa rénovation pourrait ternir l'image originale de cette maison visitée par le monde entier. La littérature fait partie aussi de la culture et pour qu'une nation soit riche en connaissances, cela passe aussi par le livre et la lecture. Et je pense que c'est ce qu'ont compris bien sûr les autorités municipales de la ville de Pikine qui ont doté la bibliothèque de la localité d'un important lot de matériel didactique. Je vous propose de suivre ce reportage d'Ousmane Sissé. C'est un important lot de matériel scolaire que les autorités de la ville de Pikine ont mis à la disposition de la bibliothèque municipale de cette localité. Ce lot est essentiellement composé de livres, une manière selon les maires de la ville de Pikine de pousser les populations à la lecture. L'association Valorel, qui est une association française, qui, de par la présence aujourd'hui de son président et de son directeur, vient de faire avec la ville de Pikine une remise symbolique d'un nombre de 28 000 livres, ouvrages donc, destinés à la bibliothèque municipale départementale de Pikine. Ces autorités comptent également doter cette bibliothèque municipale d'une salle multimédia pour l'adapter à l'ère du numérique. Nous avons aussi pour ambition de mettre en place les possibilités d'une bibliothèque numérique qui va permettre à ceux qui ne pourront pas se déplacer de pouvoir, à partir de 16 heures, à partir de leur ordinateur, se connecter et avoir la possibilité d'accéder à un certain nombre d'ouvrages qui seront mis à leur disposition. L'inspecteur d'académie de Pikine-Guédiawaye a à son tour magnifié l'initiative. Il a affirmé que ce matériel est venu à son heure. Avec cette bibliothèque municipale, les conditions aujourd'hui sont créées pour que nous puissions avoir tout ce qu'il faut comme documentation, tout ce qu'il faut comme manuel pour permettre à nos enfants véritablement de pouvoir s'instruire, de pouvoir bien apprendre et également de pouvoir réussir au niveau de leur rapport. L'éducation occupe une place prépondérante pour le développement d'une localité. Consciente de cela, les autorités municipales de la ville de Pikine ont mis à la disposition de la bibliothèque municipale d'un lot de livres. La cérémonie de remise de ce don s'est faite en présence des acteurs de l'éducation du département de Pikine. Ces derniers ont tous magnifié l'initiative.
Ado est un sculpteur et vous savez quelle est sa particularité? À lui seul, il arrive à créer plusieurs sortes de meubles avec un ustensile de cuisine qu'on utilise ici en Afrique et particulièrement au Sénégal. Et vous savez, c'est lequel? La calebasse, communément appelée chez nous l'équette, qui est Ado. Voici son portrait pour cette semaine. Ici, donc au monument de la Renaissance à Dakar, et ici nous sommes actuellement dans la salle où il y a l'exposition socio-sculpture de l'artiste plasticien Djibril Goudiaby, un fils de la Casamance. Et aujourd'hui, dans l'invité pour Horizon Culture, nous mettons en avant la littérature. Qui parle de littérature parle également de culture. Donc nous avons avec nous aujourd'hui un écrivain, il s'appelle Mamadou Samb. Bonjour à vous, monsieur Samb. Bonjour Léna. Alors je viens de le dire tout de suite, vous êtes écrivain. À ce jour, combien de livres est-ce que vous avez déjà eu à écrire? Pour les romans, je suis à 7 romans. Je viens de publier donc aussi 7 pièces de théâtre, plus maintenant d'autres œuvres, comme par exemple des livres scolaires, j'en ai fait 6, avec les éditions Hachette. Bon, j'ai pu écrire aussi des feuilletons. Et je pense que j'ai fait aussi d'autres pièces de théâtre, en dehors de celles qui a été publiées comme ça. Et je pense que donc voilà, en grosso modo voilà. D'accord. Donc quelle est cette passion pour la littérature justement? Passion, oui, effectivement. Parce que je pense qu'à la base, c'est pas votre métier, c'est pas ce que vous faites. Voilà, c'est pas mon métier. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est rare de dire par exemple que j'ai comme métier la littérature ou bien l'écriture. Souvent, vous avez un métier et en dehors de ce métier, vous avez une passion. La plupart du temps, cette passion, c'est l'écriture. Et je fais partie donc des personnes pour qui l'écriture est une passion. Passion parce que d'abord, je pense que je suis dans une société et que j'ai des choses à dire. Et que souvent, des choses qui ne sont pas dites. Et on aimerait bien, par exemple, que non seulement ça soit donc exposé, qu'on en parle, mais que ça soit aussi pour la postérité. Et je pense que c'est autant de raisons qui me poussent à écrire. D'accord. En 2011, vous avez gagné le Grand Prix des lycéens du Sénégal, donc avec une œuvre, c'était laquelle? C'était Le Regard de l'aveugle. Donc c'est effectivement en 2011, j'ai gagné donc le Grand Prix des lycéens. J'ai eu l'honneur donc et le privilège d'être primé et d'être donc le grand lauréat donc de ce prestigieux prix donc des lycéens du Sénégal. Et c'était avec Le Regard de l'aveugle. D'accord. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, vous venez de publier une pièce de théâtre et je pense que c'est la première que vous publiez en tout cas. D'accord, donc c'est Le sang de Fanta que nous avons ici, bien sûr. Pourquoi le théâtre? Le théâtre parce que d'abord, d'abord parce que moi-même j'ai été acteur de théâtre. J'ai été acteur parce que j'ai été, pour ceux qui connaissent l'école de Mavie-en-Ponty, qui est un creuset donc, de culture extraordinaire, en dehors donc, des études qu'on y faisait. J'étais dans le club culturel et j'ai représenté donc, notre école dans plusieurs manifestations culturelles. J'étais acteur de théâtre et j'ai aussi écrit des pièces de théâtre. Mais Le Regard de l'aveugle, du moins ici, dans Le Regard de l'aveugle, c'est-à-dire mon roman qui a gagné donc, le Grand Prix des lycées du Sénégal. Il y a un lien avec cette pièce de théâtre? Il est en lien avec cette pièce de théâtre. Parce que dans Le Regard de l'aveugle, il y avait une partie qui intéressait beaucoup les élèves et certaines personnes qui n'étaient pas alphabétisées en français. J'utilise ce terme-là pour vraiment atténuer. Et certaines personnes me demandaient à chaque fois quel était le sort de Fanta, comment Fanta a vécu donc, le drame donc, de son mariage avec Salim. Et on m'a tellement posé des questions là-dessus que j'ai dit, bon, il faudrait maintenant que j'explicite, il faudrait que je rende ça un peu plus accessible à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dû donc écrire cette pièce qui s'appelle Le sang de Fanta. D'accord, Le sang de Fanta. Qu'est-ce que ça nous dévoile comme histoire? Bon, il faudrait peut-être lire ça pour comprendre. Mais Le sang de Fanta, parce que tout simplement, c'est une traduction presque littérale du mot sang, c'est-à-dire deret. Souvent, il y a un terme qu'on utilise dans nos sociétés, on te dit que vous n'êtes pas du même sang. C'est-à-dire que vous n'avez beaucoup d'intérêt. C'est un terme qu'on utilise souvent. Ou bien beaucoup d'intérêt.
c'est des termes qu'on utilise, c'est pour dire tout simplement que le sang de Fanta n'est pas le même que celui de Saliou. Saliou, c'est le jeune homme qui a aimé Fanta et malheureusement, à cause de sa maman, Fanta a compris qu'effectivement, qu'elle n'était pas de cette famille-là du tout. Hein? Et c'est le terme qu'on dit souvent en disant, par exemple, vous n'êtes pas du même sang. C'est les problèmes de caste ici qu'on a en fait. Voilà, c'est des problèmes de caste, c'est des problèmes de rang. Donc rang et sang, hein, les deux vont ensemble souvent. C'est-à-dire que Fanta, une jeune fille qui travaillait dans cette maison-là pendant des années, a connu un drame à la suite du retour du fils aîné donc de la famille. Lorsque Saliou, qui est le fils aîné de la famille, est rentré dans la maison où travaillait Fanta, et Fanta, parce que Fanta, en fin de compte, est devenue une fille tellement bien choyée qu'on lui avait presque enlevé les charges de bonne, hein, de domestique. Elle était intégrée dans la famille, et Adja, qui est donc la mère de famille, l'appelait carrément ma fille, parce qu'elle est complètement intégrée. Mais lorsque Saliou est rentré, Saliou, à qui on proposait de trouver une femme, a dit, mais écoutez, moi j'ai vu celle que j'ai cherchée, c'est-à-dire que c'est Fanta. Alors c'est là où le problème vraiment a surgi, parce que la maman a dit, mais tiens, mon fils ne va pas marier une bonne. Premièrement, mon fils ne va pas marier une fille qui est castée, selon elle, qui est castée, hein, qui ne fait pas partie de notre rang, qui ne fait pas partie de notre sang. Et tout est parti là. Tout le drame du livre autour de cela. D'accord. Et donc, est-ce que Saliou, ce n'est pas le fait qu'il soit parti à l'étranger qui a permis un peu de se détacher un peu de ses considérations? Entre autres. Entre autres. C'est-à-dire que le fait qu'il s'est un peu détaché de la société, il a été à l'extérieur, donc certainement il est venu avec des idées nouvelles. Mais je pense que le motif le plus important ici, c'est l'amour. D'accord. C'est l'amour. C'est le fait qu'il soit amoureux de cette jeune fille qui avait des qualités extraordinaires. C'est surtout ce qui motive le comportement de Saliou. Et vous êtes d'avis que ce genre de considération freine le développement de nos sociétés? Effectivement, effectivement. Et je pense que là, il faudrait peut-être voir ça sous plusieurs angles. Si par exemple on le prend dans l'angle de l'exploitation de l'homme par l'homme, là c'est un frein pour la société. Et je pense que c'est à peu près ce qu'on retrouve dans l'histoire. Hein? Toujours ce qu'on appelle les dominés et les dominants. Quand par exemple c'est dans le cadre d'une stratification de la société, où par exemple nous avons par exemple le roi, nous avons donc les sujets, nous avons les guerriers, ainsi de suite, et les artisans, comme par exemple les bijoutiers, les forgerons et autres, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais quand on utilise maintenant ces faits de société comme étant un moyen de dominer l'autre, c'est là où le problème se pose. D'accord. Voilà. Et puis, donc, je veux dire, tout à l'heure, on a expliqué que vous êtes romancier. Donc, vous nous avez aussi expliqué que c'est un peu la suite du regard de l'aveugle qui a gagné le prix des lycéens du Sénégal en 2011. Pourquoi vous... C'est un moyen de diffusion d'une idée. Et il suffit seulement de regarder ce que se passe, par exemple, à la télévision. Il est plus facile, par exemple, de montrer une pièce de théâtre que, par exemple, de lire un livre et de faire comprendre à tout le monde, voilà ce qui se trouve dans le livre. Je pense que donc une pièce de théâtre, c'est un moyen de diffusion d'une idée. D'abord, il y a deux choses. Le théâtre écrit, comme sous forme de livre comme ça, et le théâtre joué. Ce livre représente les deux à la fois. Théâtre écrit, parce que... Donc il y a une corrélation entre une corrélation, voilà. Donc c'est du théâtre écrit que tout le monde peut lire et comprendre. On a une chance extraordinaire en lisant, par exemple, un théâtre écrit. Et donc ici, vous avez fait exprès de choisir un style assez accessible. Accessible, très accessible. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu faire le théâtre que j'ai connu. Le théâtre que j'ai connu, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'un théâtre épique, je ne suis pas contre, hein. Un théâtre épique, un théâtre où, par exemple, il y a, par exemple, sur scène, une soixantaine de personnes, hein, et chacun joue son rôle, c'est vrai, c'est très beau. C'est un théâtre historique, épique, c'est une très bonne chose. Mais je pense que la tendance maintenant, c'est d'aller de plus en plus vers la simplification, non seulement des idées, de la parole, et des acteurs, et de la scène. C'est-à-dire que, si vous voyez par exemple ce qui se passe là en Europe, c'est des scènes où il y a au plus 2 ou 3 personnes. 2 ou 3 acteurs qui sont là, et tout autour, c'est vraiment un décor extrêmement simple, qu'on peut transporter d'un lieu à un autre. C'est à peu près ce que j'ai voulu expérimenter ici. Ni encore,
On peut regarder ce théâtre-là avec donc, des acteurs limités, qu'on peut déplacer de scène en scène, sans aucun problème. On n'a même pas besoin de déplacer la scène parce que partout où on va, on a par exemple un salon qu'on peut installer. Mais pour le lecteur, il a la chance non seulement d'être acteur et observateur, c'est-à-dire il est acteur parce qu'il est à l'intérieur du texte, hein, mais il peut se permettre de s'arrêter à tout moment, de réfléchir, hein, de prendre position, de revenir, et même de regarder le livre et de revenir encore sur le livre. Donc vous voyez que c'est l'avantage qu'on a par exemple en lisant par exemple ce livre. Par contre, si le livre est porté sur scène, alors là c'est un plus, c'est tant mieux. Et justement, sur ce point, est-ce que vous envisagez de collaborer avec des acteurs du secteur théâtral pour l'adaptation de cette pièce? Voilà, vous savez, nous on écrit. Ensuite, on laisse les autres apprécier. Mais est-ce que vous pouvez aussi, je pense, les démarcher, non? Oui, bien sûr, on peut les démarcher, mais vous savez, il m'arrive rarement de démarcher mes livres. C'est très, très rare. Donc, je laisse les autres... Mais je veux dire, ça, c'est votre première pièce théâtrale. C'est ma première pièce de théâtre, publiée. Publiée, hein, parce que j'ai déjà fait des pièces de théâtre qui ont été jouées même, hein, mais dans un cadre très privé. Mais cette fois-ci, c'est vraiment la première pièce de théâtre publiée. Alors, je laisse ça maintenant à l'appréciation. Mais je pense que vous pouvez toujours les démarcher parce que ce serait justement magnifique qu'il puisse y avoir cette concertation, cette collaboration entre acteurs culturels, que ce soit l'écrivain, l'acteur de cinéma ou même le comédien ou quoi. Je pense que ce serait quand même Bien sûr, ça a déjà commencé. Je pense avec cette émission déjà. C'est une façon de démarcher ça. Et que normalement, si quelqu'un s'intéresse à la pièce, je pense que je mettrai facilement cette pièce à la disposition donc de réalisateurs qui voudraient bien mettre ça sur scène. Mais c'est très facile à mettre sur scène et puis je pense que tout le monde peut en profiter. D'accord. Ouais. Et puis tout à l'heure, vous avez dit que dans vos œuvres, vous dénoncez un peu donc l'état de nos sociétés. Donc ici, par exemple, vous parlez du rang, de l'honneur, mais en général, quels sont les autres thèmes que vous abordez dans vos productions? Déjà pour ce roman-là, d'abord l'oisiveté par rapport, vous savez par exemple, je ne sais pas comment dire ça. Vous voyez par exemple actuellement à la télévision, ceux qui parlent le plus de politique, je suis désolé de le dire, ils vont m'en vouloir certainement, mais beaucoup d'entre eux n'ont autre métier que la politique. Autre métier que la politique. Donc, s'ils ne parlent pas, ils ne vont pas vivre. Ils sont obligés de parler. Et souvent de parler dur pour qu'on puisse les attirer, n'est-ce pas, dans les sphères de décision. Ensuite, donc, pouvoir en bénéficier. J'en parle un peu dans le livre. Hein? Moi, par exemple, les journalistes, j'aimerais bien que vous posiez des questions aux policiers qui viennent vous voir. Que vous leur dites, écoute, monsieur, vous avez dit ça, ça, ça. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites comme métier? Quel est votre... Ils vont vous dire très simplement, moi, je suis consultant. Consultant en quoi? Je suis consultant international. Parce que certainement, si vous dites qu'ils sont consultants ici au Sénégal, vous allez dire où se trouve votre bureau. Donc ils préfèrent toujours dire, bon, je suis à la maison, mais je suis consultant international, je voyage. Ce n'est pas le métier, la politique. Il faut avoir un métier avant de faire la politique. Le cas de Saliou, par exemple. Saliou, lorsqu'il est arrivé au pays, sa maman était déjà politicienne. Sa maman a voulu l'intégrer dans les sphères donc, de décision, c'est-à-dire dans la politique. Il a refusé, il a dit, mais je suis venu, je suis un ingénieur, j'ai envie d'aller travailler comme ingénieur et ne pas dépendre des autres. Mais est-ce que c'est ce constat qui vous a poussé, parce que vous travaillez au ministère de la Famille, à aussi vous investir dans la culture? Ah oui, ça c'est important. C'est-à-dire que je vous ai dit, j'ai d'abord un métier. J'ai d'abord un métier. Et même si je n'écris plus, j'ai mon métier. Mais l'écriture, c'est une passion. Donc c'est quelqu'un qui est dans la société et qui en parle. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, non. On parle de situations et on laisse chacun apprécier. Voilà, c'est surtout ça. Et puis dans vos romans, vous parlez aussi beaucoup des femmes. Souvent les héroïnes, c'est toujours ou presque toujours des femmes. Oui, parce que d'abord, c'est un moyen de parler de la société. Vous savez, dans la femme, la femme est un marquement de la société. C'est-à-dire que dans la femme, on dit souvent une matrice. C'est une matrice de la société. Tout est regroupé dans la femme. Et j'ai l'habitude de dire que la femme, c'est un homme plus une femme. C'est d'abord un homme, comme tous les hommes, mais plus une femme. En plus, l'ensemble des tares de la société, hein, et tous les bienfaits de la société se retrouvent dans la femme. Je vous donne un exemple. Vous savez, par exemple, on a l'habitude de dire, chez les Wolofs, on te dit que
Jigen moy jënu kër gi, ça ne veut pas dire le poisson, hein, ça veut dire que c'est le pilier de la maison, c'est le pilier qui tient donc la toiture. C'est le pilier qui tient la toiture. Et dans d'autres sociétés, on vous dit toujours que la femme, c'est le pilier de la société. C'est important. Vous savez par exemple que la perpétuation de la tradition repose sur la tête de la femme. C'est elles qui sont dans les cérémonies, c'est elles qui sont dans les... c'est elles qui sont les moyens, c'est elles qui utilisent tous les moyens pour regrouper la société, pour les faire rencontrer. C'est elles qui s'occupent de tout ce qui est tradition. Et je pense qu'en creusant, on se rendra compte que sans la femme, il n'y a rien. Et que malheureusement aussi, c'est elles qui subissent aussi les contre-coups de cette société. Et il y a énormément de bonnes choses au niveau de la femme. Mais il y a énormément de choses aussi, des pesanteurs de la société qu'il faut que la femme continue à perpétuer aussi, malheureusement, des faits sociétaux qui contribuent à la destruction de la femme en tant que telle. C'est comme si c'était une autodestruction. Par exemple, quand on parle de l'excision, qui existe, ce n'est pas les hommes, hein. C'est les femmes qui avaient les jeunes filles dans les cases. C'est les femmes qui les amènent, ce n'est pas les hommes qui les amènent là-bas. Quand on parle par exemple de la mendicité, mais qui abandonne son enfant, ce n'est pas l'homme, c'est la femme qui, après avoir gardé un enfant pendant 9 mois, l'abandonne auprès de quelqu'un qui l'utilise dans la rue. Hein? Et d'autres choses encore. D'accord. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a par exemple des problèmes aussi, c'est toujours la femme. C'est elle qu'on, excusez-moi les termes, c'est elle qu'on viole, c'est elle qui est brimée, c'est elle qu'on kidnappe, c'est elle, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez que la femme est un thème sur lequel on ne peut pas passer. On est obligé de passer par là. Ah, donc je pense que ce n'est pas tout simplement pour le plaisir de le dire ou bien de le faire, mais c'est pour parler de la société en général, regroupée autour d'une entité qu'est la femme. D'accord. Merci à vous, en tout cas, Mamadou Samb. Bien sûr, il était l'invité cette semaine dans Horizon Culture. Il est écrivain et il vient juste de publier sa première pièce théâtrale, donc Le sang de Fanta. Et nous passons tout de suite à l'actualité culturelle pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer côté culture? Voici l'agenda culturel.